Bonjour les enthousiastes, bienvenue à un autre épisode de nos fameuses chroniques. Cette fois-ci, on vous présente un produit de Port Charlotte, de Brookladic, qui est dans le fond, la série Port Charlotte, le PMC 01, qui est un 54,5%. Non-chill filtered natural color. C'est pas écrit sur la bouteille, mais c'est écrit sur leur site web, là. D'ailleurs, si on peut en parler, voir si c'est un bon move marketing pour les gens. PMC, P pour Pomerol. Le reste, je ne sais pas ce que ça veut dire, les MC. Si quelqu'un a leur temps de checker pendant que je parle, ça serait peut-être le fun d'ajouter ça comme information. C'est un 4 ans en fût de ex-bourbon, plus 5 ans en fût de Pomerol, donc un 9 ans total. C'est très rare qu'on voit un whisky qui a un aussi grand finish, que le finish finalement dépasse en termes de temps de maturation sa base là, de ex-bourbon, ce qui en fait une particularité assez intéressante. En tout cas, moi, je me souviens quand j'ai vu ça sur papier, ça avait tout de suite piqué ma curiosité de voir qu'est-ce que ça allait donner avec l'ADN de Port Charlotte. Pomerol, c'est un vin rouge. Je vais laisser quelqu'un après ça peut-être élaborer là-dessus là, si ça y tente. Là. Grosso modo, c'est sûr que là, il faut imaginer des fruits rouges, des arômes vineuses, du gros peat, parce que Port Charlotte, c'est la série Heavily Peat de Brookladic. Ils ont vraiment plusieurs séries comme ça. Heavily Peat, celui-là, c'est un 40 ppm. ppm, pour ceux qui ne savent pas, c'est la mesure pour mesurer, dans le fond, à quel point le whisky il est tourbé. Là. Il y a beaucoup d'autres séries de la distillerie. Là. Il y a une lignée Brookladic normale qui est unpeated. On a une série Black Art qui est des fûts plus âgés qui sont beaucoup plus dispendieuses. Il y a une série Cask Exploration qu'on a là qui sortent qui sortent une édition annuellement. Puis là, ça fait plusieurs éditions qui sortent. Il y a tout le temps une sorte de fût différent qui essaye de façon expérimentale. Comme là, on le sait, quand on annoncé là, pour 2024 un second fill de Sauternes. Là. Nous autres, on est encore avec l'édition 2023 qui, soit dit en passant, est disponible dans la loterie de la SAC. Là, si vous nous écoutez pas longtemps après qu'on ait enregistré la vidéo. Ça peut aider les gens à prendre une décision là, de nous écouter. Là. Ça serait bien de. Je pense que ça peut être bénéfique pour avoir de l'information sur le produit en vue de la loterie. Il y a aussi la fameuse série Octomore qui est vraiment une célébration au whisky très, très tourbé. Là, on parle des 165 ppm, même des 300 quelque chose ppm. Donc, c'est vraiment une série très, très spéciale, très ésotérique. C'est très rare qu'on voit ça dans l'industrie du whisky. Là. Je pense que Ardbeg ont essayé de faire quelque chose de similaire avec un 165 ppm avec un Hypernova. Sinon, il y a des micro-provenances aussi qui sont plus des fûts on-peat avec du cask exploration encore. Mais bref, j'ai assez parlé. On passe. Là, vous avez tout ça dans vos verres, les gars. Notre, nos notes de dégustation, ça ressemble à quoi? Là? Je vais essayer de faire un ordre puis garder ce même ordre-là pour essayer de faire parler tout le monde. Là. Juste Oui. les C, c'est toujours C à la fin. Ça, c'est pour cask maturation. Puis là, le PM, comme là ici, tu as excuse-moi, PM, c'est pour donc Pomerol. OLC, c'est Oloroso Cask. SC, Sauternes. Fait que le PM va te donner l'indication du type de fût qui a été utilisé comme. OK. Le M vient avec le P pour Pomerol, dans le fond. Là. Puis Ouais, parce que t'en as un autre, là. Ouais, t'en as un autre, c'est de Pauillac. Fait que là, ça, c'est juste PC. Fait que OK. c'est pour pas se tromper. Pour pas se tromper. PAC, excuse-moi. PAC, t'as Pauillac. Puis C'est PM, vrai. Pomerol. C'est vrai. Parce que là, on a eu
Parce Ben, qu'il y il y avait a eu tout le temps. PC, il y a eu un PC 01, fait que c'était Port, je pense, ou Port, c'est ça. Ça donc commence ils à ont être sûrement vieux, pris ça. la direction là, d'ajouter un. Parce que là, oh, ma liste est peut-être pas super belle. Je sais que 2024, c'est du Saturn. 2022. Non, 2022, c'est le PMC. 2022. 2023, je pense que j'ai fait un erreur. Si je m'affiche, c'est ça. SC qui s'en vient pour le Saturn Casque en 2024. 2023, c'est le PMC qu'on a là. Avant ça, il y avait un Saturn Finish. Ça se peut-tu un Sherbot plus un Saturn Finish? On a eu un PAC, French Oak. Le PAC, c'était le Poliac. Poliac, ouais. Y a-tu un Chappie 20, Quent quelque part là-dedans? Là? Il l'avait pas encore fait ou c'était prévu? Il y en avait un, me semble. 2020, Oloroso, 2019, Marsala, puis après ça, ça commence à être fou dans ma tête. Là. Juste pour aller voir, ben, si quelqu'un va embarquer avec ses notes, je laisse la parole là, à celui qui veut bien la prendre, puis je vais conserver cet ordre-là. Vas-y, Martin, tu es le premier dans la feuille. Hey boy! Ouais, Je dois dire, mes notes sont assez cryptiques en commençant. J'ai pas eu une grosse. Je dirais qu'au nez, moi, ce qui m'a frappé tout de suite, puis c'est peut-être là que. C'est pour ça que je dis que mon odorat est peut-être un peu weird ce soir. Moi, j'ai comme c'est la tourbe, genre de tourbe terreuse un peu trempe. Tu sais, c'est un peu. C'est peut-être pas vers ça que je pensais m'en aller. Le côté rouge est là, définitivement. J'ai de la misère à mettre un peu le type de fruits ou de choses, le profil. Euh, je vais vous dire à la base, le vin, je ne suis pas un amateur, je ne suis pas un connaisseur. Fait que pour moi, c'est très difficile de dire c'est pas Melrol, c'est-tu un ci, c'est-tu un ça. J'ai aucune connaissance en vin, c'est que dalle. En bouche, la grosse fumée, moi, c'est ça qui m'a frappé en sortant. Le côté vineux semble sortir, il y a une amertume. Encore là, j'ai un goût champ gauche de plante verte. Tu mords d'une feuille de plante verte. Euh, Fait que je pense que je vais goûter un petit peu mon verre. Bon, je peux y aller ensuite, là, à moins qu'il y ait quelqu'un de plus près que moi. Moi, j'irai. Je vais y aller, j'ai eu le temps d'écrire un peu. Good. J'étais là-dedans depuis 15 minutes, ça l'a aidé. Globalement, ce que je trouve là-dessus d'intéressant, c'est que je m'attendais surtout sur un 5 ans de vieillissement de Pomerol, d'avoir vraiment un côté écrasant beaucoup plus sur le vin rouge que ça. La chose qui surprend souvent avec ce genre de finition-là, c'est que c'est pas du vin fortifié. C'est pas un sherry, c'est pas un porto, c'est pas un sauterne. Fait que le vin a tendance à aller plus subtilement. Puis là-dedans, on l'a, mais c'est avec l'apport de la tourbe. C'est vraiment du fortement tourbé. Ce qu'on conserve vraiment, c'est le côté très asséchant tout le long. S'il y aurait de quoi un mot que j'aurais à dire là-dedans, c'est asséchant, c'est la créosote, c'est le côté qu'il y a une grande bouffée de poivre, mais au travers de ça, les fruits sont très, très mûrs, sont très, très, sont pleins de sucre. Ils ne sont pas au début côté acide, tu as vraiment comme même à la limite, le chocolat noir va ressortir un petit peu pour accompagner, puis même un petit côté mentholé qui se trimballe là-dedans. Fait que le tourbe et le fruit se mixent quand même d'une façon le fun, mais tout est asséchant. La finale est longue, ça assèche le bois sec, l'écorce quasiment, là, que ça reste. J'ai encore la langue qui me dit va te prendre un verre d'eau tout de suite, mais je sais que je suis complètement hydraté. Fait qu'il y a quand même un feeling le fun à ça, du point de vue en plus de quelque chose qui a un certain âge puis qui n'est pas comme juste bang dans ta face. Lui, il a une belle présence. Je le regoute, puis je retrouve encore des choses. Niveau complexité, on est quand même vraiment dans une bonne position. Honnêtement, pour un petit jeté, puis pour avoir goûté à plusieurs de ces séries-là, celui-là fait un bon travail de mélanger les deux choses sans avoir vraiment quelque chose qui est dénaturé. Fait que, tu sais, oui, le vin est là, puis je pense qu'ils l'ont fait aller aussi longtemps que ça pour qu'on soit capable de le goûter au travers du Heavily Peated, parce que je pense que s'il aurait mis moins que ça, comme un an de moins, je pense que ça aurait été juste écrasé au travers de l'expérience qui est très bois sec, qui est très carbonisé, qui est très foin sec. Tout est asséchant. Fait que d'avoir comme un côté, tu essaies de faire transparaître un fruit au travers de ça, c'est une bonne job de réussir ça. Puis je pense they nailed it. C'est vraiment bien réalisé. Moi, Next. Ça coche, ça coche. ouais, effectivement, au nez,
beaucoup de fruits rouges, beaucoup de fumée, mais aussi une espèce de calcium ou de calcaire un peu typique, je trouve, à la distillerie. Là, Bruichladdich, souvent, ça arrive que j'ai ça, une espèce d'eau minérale un peu campagne, là, tu sais. Puis ça se retrouve aussi en bouche. C'est pas quelque chose que je déteste de voir dans les produits, mais c'est pas quelque chose que j'apprécie non plus particulièrement beaucoup. Ça explique aussi peut-être le fait que j'ai pas toute la série derrière moi. Mais j'apprécie le produit. Je suis capable de voir la complexité, l'apport du fût de pomerol. Je peux comprendre aussi que certains vont peut-être trouver que c'est overwhelm en termes de finition de vin, parce que c'est probablement l'édition que je trouve qui est le plus influencée par son fût, justement. C'est très influencé, contrairement à d'autres, que c'était peut-être plus subtil dans le finish, que c'était vraiment un apport peut-être plus équilibré. Là, je trouve on a une très forte influence dans le vin. Puis si on est quelqu'un qui n'aime pas les finitions vineuses, puis avec du gros raisin comme ça, parce qu'on connaît tous du monde qui redoute un peu ça, les grosses finitions vineuses. Mais Facile. ça ne sera peut-être pas votre genre Non. si vous êtes là-dedans. Mais pour ceux qui aiment justement les gros fruits rouges puis les produits très saturés en finale de vin, puis qui aiment l'ADN de Port Charlotte, puis qui aiment les whiskies tourbés de Islay, moi, je pense que c'est quelque chose qui peut autant scorer très fort pour une certaine clientèle qui pourrait peut-être déplaire à une autre clientèle peut-être plus conservatrice dans les finishes comme ça. Euh, Final quand même assez prononcé, mais qui ne dure pas éternellement non plus. J'ai l'impression que peut-être, je ne sais pas, la finale de vin, elle s'efface peut-être dans Tourbe. Il y a quelque chose qui est moins, qui se distingue moins bien. On dirait que c'est un mash, là. On dirait que c'est une compote là, de saveurs, là, j'ai l'impression. Là. Fait que c'est ça. Moi, overall, je trouve que c'est un beau produit quand même. Là. Je ne vais pas tout stouler mes punches. Je vais continuer de réfléchir aussi à ma note, puis je vais vous revenir. Là. Nick, t'en penses quoi? Moi, je pense que j'irais me chercher une bouteille. Je vole mon punch tout de suite, là. Mais c'est sûr que j'aime les fûts de vin. Mais je trouve que là, euh, le fait que ce soit du Pomerol, j'aimerais vraiment ça le mettre à côté du Pauillac. Parce que le Pomerol, dans le fond, c'est surtout du Merlot. C'est sur des terres qui sont très argileuses. Puis c'est un vin qui tire beaucoup, justement, tu sais, vous l'avez dit, les fruits rouges, les fruits mûrs, etc., mais qui est très tannique aussi. Puis moi, c'est ça que je ressens. Oui, il y a la fumée, oui, il y a le Port Charlotte derrière, puis comme tu as dit, Alex, ça assèche, la tourbe assèche, mais moi, je ressens vraiment les tanins de ça. Puis c'est un vin qui est à la fois délicat et aussi qui ont essayé de donner un côté un peu viandé, là, viandeux. Puis je trouve que ça accompagne parfaitement le côté tourbe, terreuse, sale, comme tu avais mentionné au début, Martin. Fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas, pour moi, je trouve que ça reste un produit qui a été bien fait. Tu sais, c'est sûr que t'aimes pas ça, t'aimes pas ça. Tu sais, si tu dis, ah ben, j'aime pas le bourbon, bon, ben, t'as beau bien boire le meilleur bourbon au monde, t'aimes pas ça, t'aimes pas les fûts vierges américains, ben, ça va être difficile de l'apprécier. Mais je trouve que c'est vraiment très bien fait. Il y a un bel équilibre entre les saveurs. Puis sur le palais, autant vers l'arrière de la bouche, quand je vais en bouche vers l'arrière, je sens vraiment la tourbe, la grosse fumée. Autant tout ce qui est sur le dessus de la langue, pour moi, c'est du pomérol. Là. Je trouve ça vraiment comme du sweet and sour d'un bon mets asiatique. Là. Pour vrai, je trippe. Je ne m'attendais pas à tripper comme ça dessus. Monsieur? Yes. Moi, pour vrai, là, je suis d'accord aux quatre coins. Petite tourbe terre fraîche, là, gazon mouillé.
L'ADN, là, un petit peu calcaire que tu disais, JP, oui, complètement là, parce que ça me fait penser un peu à des genre leur range de microprovenance, quoi, comme ça, mais avec de la tourbe, là, vraiment. Là. Je sens ça, je sens définitivement le vin, là, un finish en vin, qui est assez présent. Puis je suis d'accord avec Nick, dans le fond, la compote de fruits, la fruitisation, là, tu sais, les petites compotes pour enfants, là, un petit peu acide, avec un petit avec un petit tanin dedans. C'est... Quand je sens ça, je sens la céréale, la fumée, je sens les petits fruits rouges, mais tu sais, rouges, une macération, là. Ça fait un petit bout que c'est dedans. Puis la finale, les fruits, le tanin, mais si là, on prend le temps, là, on ressent sur la langue, c'est comme si on lécherait un bout de chêne. Du bois. Il y a du bois là-dedans, là. Définitivement, le chêne est très présent. Euh, c'est quelque chose vraiment, on dirait un melting pot de plein de saveurs. Puis à chaque gorgée que je prends, il y en a toujours plus. Ouais. C'est le Niveau fun. complexité, il est là. Niveau bonne saveur, puis que ce soit bon à boire, que ce soit savoureux, que ce soit facile à boire, je pense qu'il est là aussi. Du moins, il faut être habitué pour ce taux-là, même si je ne trouve pas qu'il se fait tant ressentir que ça. Je trouve que ça se voit quand même bien pour un 50 quelques %. Là. Je pense qu'il est autour de 55, là, 54,5 en fait. L'alcool est vraiment pas une variable dans tout ça, honnêtement. Là, s'il y a quelque Non. chose qui nailed, c'est que c'est bien balancé. On est déjà en dehors d'avoir des problèmes d'équilibre ou que l'alcool ou que le castring est trop présent ou peu importe le niveau d'embouteillage. Moi, je boivais ça comme si c'était un 46-48. Puis, comme on dit 55, je ne suis pas surpris. Là, ça roule. Puis, c'est les saveurs qui prédominent, c'est le côté quasiment sec. Fait que c'est ça que je recherche. Fait que, ayant ça en tête, l'alcool, vraiment là, c'est déjà un bon plus-value. Beau côté agricole aussi, effectivement, Mathieu, tu l'as relevé. Là, ça goûte le foin, là, ça goûte le champ, le farmer. Je ne sais pas comment l'expliquer, là, mais le grain, là, il est là. Là. C'est vraiment, c'est Les vraiment crédits aussi. sont bons pour ça. Tu as toujours une idée que c'est jamais Ouais. très loin, globalement, le côté céréalier. Puis si tu le fouilles, même dans des gammes de micro-exploration, des provenances, là, tu peux les trouver à chaque fois. C'est jamais super vieux non plus. Fait que de pouvoir fouiller, puis ils gardent quand même souvent un bon taux de bourbon, puis il n'est jamais très prédominant leur bourbon. Fait que le distillat, il traverse quand même assez facilement, comparé à d'autres qui disparaissent très rapidement ou ils s'adaptent mieux. Donc, l'a dit, en tout cas, dans tout ce qui est expérimentation, là, cette céréale-là, ou surtout le foin sec, c'est ça qui retourne, ou le côté comme herbe mouillée quand tu es plus jeune, foin sec plus vieux. C'est assez présent pour. Moi, je pense que ça va plaire à beaucoup de gens, mais mettons, juste pas ceux, en tout cas, vous reconnaissez, là, ceux qui n'aiment pas les gros finis en vin, là, je vous dis tout de suite, allez pas là, c'est très, très influencé par le vin. Mais moi, personnellement, j'aime ça. J'aime le fait qu'on aille osé faire un fini aussi âgé. Là. Il me semble les voir, là, essayer de gager, puis goûter de temps en temps, puis se dire ah, on le sort-tu? Non, on le laisse un petit peu plus. Puis il était déjà quand même pas mal savoureux. Là. Il n'est pas devenu savoureux de même part tout de suite. Là. Fait ils ont quand même osé pousser la machine, puis aller plus loin, même dépasser sa base de ex-bourbon en termes de vieillissement. Pour aller chercher cette espèce de rondeur-là dans les fruits rouges. Je trouve que c'est juste pour ça d'avoir osé faire quelque chose qui dénature quasiment le produit, là, mais même là, je ne peux pas dire que ça dénature à ce point-là. Je reconnais le Port Charlotte. Je reconnais le Port Charlotte, mais quand même, je reconnais aussi que c'est quand même un des plus axés sur le fût de toute cette série-là, le plus influencé par son fût, le plus marqué là, dans les fruits rouges que vraiment, là, tu ne peux pas passer à côté là, de la finition vineuse. C'est un petit peu danger. Ah, vas-y, Nick. Non, mais ce que je trouve le fun, c'est que, puis je trouve que ça se retrouve à travers tous les produits de Bocladich, c'est que l'ADN reste là. C'est pas juste une maison
il dit, nous, on fait des wine finish. Tu sais, mettons, Glenmorangie, moi, j'aime ça, je trouve ça bon, je trouve que leurs finishes sont bien faits, mais tu as moins une ADN de Glenmorangie. Tu sais, c'est comme, t'achètes Glenmorangie parce que, c'est le Nectar d'Or, c'est le Sauternes, hein, le Companta, c'est le Burgundy, puis là, c'était ça qui était vraiment mis de l'avant, avec le whisky comme une base. Mais je trouve que, autant Port Charlotte que, comme tu as dit, les micro-provenances, que les Octomore, tu sais quand même ce que tu bois. Puis ça, tu pourrais pas prendre ça, peut-être pour un Kilchoman. Ça pourrait me faire penser à un Kilchoman qui a été vraiment qui est comme un first fill red wine. Et encore. Et encore. Mais tu sais que c'est ça que tu bois, malgré la petite touche expérimentale. Fait que c'est le fun de voir ça. Surtout que les gammes d'expérimentation qu'on voit beaucoup, disons Glenallachie, ces genres de distilleries-là qui sont dans le Speyside, ils n'ont pas le facteur tourbe à contrôler. Des trucs comme déjà là, heavily peated, d'essayer de faire transparaître une finition d'un alcool qui n'est pas fortifié ou qui n'est pas comme d'un rhum casque ou sauterne qui t'apporte déjà comme de l'alcool qui va venir te donner un coup de main à sortir ce truc-là du casque. Ça a pris 5 ans de finition en fût de vin pour qu'on puisse avoir une influence de même sur un heavily peated. Il y a du commitment à se dire on prend l'expérience et on la pousse parce qu'honnêtement, il aurait pu dire ça. Hey, c'est un Pomerol casque de 3 ans, puis on l'aurait eu à peine. Et là, il voulait nous le donner comme vraiment, il y a une dichotomie, il y a une présence de ça, puis tu le goûtes au travers de toute la tourbe terreuse, puis la fumée noire, puis le côté asséchant, puis les bouffées d'épices, puis là, tu as ça qui arrive à transparaître. Fait que ça, quand même, Bruichladdich, il pousse quand même des choses assez loin là-dedans. Un petit peu la même chose que Kiloman qui va tenter de faire ressortir ça de la même façon. Fait que c'est quasiment un petit peu dans les mêmes lignées. Fait que ça touche un peu la question que je m'en allais vous poser, les gars. Qu'est-ce que vous pensez en général de cette distillerie-là, Bruichladdich, d'avoir autant de gammes d'exploration? C'est rare qu'on voit autant de séries chez une distillerie comme ça, que plusieurs aspects. Là, on en a nommé plusieurs, là, les Cask Exploration, les Bruichladdich on Peat, les micro-provenances, les Octomore. J'ai l'impression que ça pourrait être vu comme tirer du gun partout, comme ça pourrait être justement vu de façon positive, d'avoir l'audace de faire autant de gammes de produits, puis de faire des choses qui se tiennent, puis de conserver sa réputation comme ça, parce que c'est sûr que le risque qui est là, quand que tu commences à faire beaucoup de choses qui sont expérimentales, que le résultat soit plus ou moins bon, puis que finalement que ça joue contre toi. C'est un peu à double tranchant quand tu es toujours dans l'expérimental comme ça. Est-ce que c'est une distillerie que vous êtes porté à aller souvent? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Je vais essayer de garder le même ordre, Martin. Je dois vous dire que du côté Bruichladdich, j'ai eu très peu et je pense que je n'ai plus de produits. Tu sais, j'ai eu c'est ça, le Laddie à la maison, j'ai eu un Bear Barley. J'ai peut-être eu à un moment donné un des packs ou quelque chose comme ça. Puis un Octomore, mais peut-être parce que justement, on a tellement un vaste étendue de produits que c'est peut-être ça qui me dit, ouais, le petit côté collectionneur en moi, tu sais, gotta catch 'em all, je suis comme, ouais, ça s'en va un peu trop partout. Puis à un moment donné, il faut faire des choix aussi. Non, personnellement, puis, tu sais, c'est des bons produits. Là. Tu sais, je pourrais potentiellement en avoir une dizaine, une quinzaine, une vingtaine dans mes tablettes, mais la raison pour laquelle j'en ai pas, je ne l'explique pas. C'est un peu étrange, un peu comme j'ai pas de Jura, mais ça, je pourrais dire un peu plus pourquoi j'en ai pas. Mais, mais en même temps, non, j'ai jamais été déçu de ce que j'ai goûté, malgré que cela, ce soir, c'est peut-être pas un naturel pour moi, le fini en fût de vin, mais je pourrais pas dire. C'est pas quelque chose que je vais vers naturellement, non, effectivement. Mais tu marques un très bon point que avoir autant de séries à suivre, puis autant de choses qui sortent comme ça peut être un turn-off pour plusieurs personnes qui ont un syndrome d'avoir un FOMO, un fear of missing out, puis de vouloir toutes les acheter, d'avoir peur de manquer quelque chose, puis de quelqu'un qui veut absolument tout le temps avoir toutes les séries, là, hey, c'est quelque chose. S'il veut se reconstituer la lignée Octomore qui sont rendus à 15, à la 15e série qui sort en 2024, là, juste ça, là, ça va coûter un bras, une jambe, un rein, puis encore là. Puis là, ça, c'est une série. Là. Après ça, si tu tombes dans les autres séries,
c'est sûr que ça peut être étourdissant, là, ça peut être... mais il faut leur donner ça quand même. Il n'y a pas beaucoup de produits que je me suis dit que ça faisait aucun sens, qu'ils s'étaient plantés, puis que... mais effectivement, je pense un peu comme toi, Martin, que c'est pas quelque chose que je vois naturellement vers Brookladic, mais j'aime ça. Moi, je me considère pas comme avoir cette crainte-là de ne pas tout avoir la lignée. Je m'en fous de la lignée. Là. Moi, j'aime ça avoir les bonnes éditions. Fait que moi, avoir une édition de temps en temps que je trouve le fun, ça ne me dérange pas. Euh, un autre problème que je vois aussi, là, c'est le hype derrière ces séries-là, là, parce qu'on n'a pas parlé du prix encore. Là. La série Cask Exploration, je trouve que les prix sont encore raisonnables, mais dans les Octomore et tout ça, je trouve que ça n'a plus aucun sens. Ça n'a vraiment plus aucun sens pour du stock jeune. Puis je comprends que le PEAT, OK, rendu à du 160, du 200, du 300 ppm, à un moment donné, ça se paye du PEAT, mais ça se paye vraiment à ce point-là? Non. Je pense qu'il y a un gros facteur hype, il y a un gros facteur, justement, là, on profite D'être des gens victime qui veulent un faire petit peu de la... ta propre la popularité rendue là. Puis c'est ce qui a fait Octomore, les avoir goûtés, c'est une expérience qui est le fun. Ils en ont fait une série régulière parce que ça se vendait comme des petits pains chauds. Puis aujourd'hui, ça continue comme ça, mais je pense qu'il faut les prendre un petit peu à part. Parce que tout ce qui ont été fait en micro-provenance, en exploration cash chez Brooklady, ont toujours resté dans des super prix raisonnables, ont été le fun. C'est une série qui n'a pas vraiment été au devant comme avec les grosses campagnes marketing. Eux autres, ils font leurs explorations, ça se vend, puis ça va bien. Les Octomore ont toujours été ce que j'ai vu comme de quoi sur le site vraiment vendre pour battre le plus haut taux de tourbe possible, puis aller mettre le plus haut prix en dollars possible jusqu'à certaines éditions. Même dans les premières, là, je pense que c'était dans le temps des 7, 6 ou 7 que j'avais commencé. Puis même là, c'était quand même des bouteilles assez onéreuses dans le temps. Puis là, ça a juste explosé. Fait que suivre cette série-là, qui est même vraiment le fun. C'est des points 1 qui sont tel vieillissement, point 2, point 3, point 4. Il y en a un qui c'est Virgin Oak, il y en a un qui c'est du tel mal. Fait qu'ils ont fait quand même un intérêt, le fun d'aller tester des choses dans la même lignée, mais ça l'a tellement explosé que pour suivre ça, puis je sais qu'il y en a des mordus qui ne jouent que par Octomore, qui veulent juste goûter les premières séries d'exploration, ils ont un peu comme ils ont leur ligne pour ça, pour avoir le plus gros chiffre de tourbe et d'aller chercher ce côté-là excessivement tourbé, même si la valeur en ppm, comme on dit, on peut avoir goûter un Lafroy à 40 ou 70 ppm qui goûte plus tourbé qu'un Octomore à 140 ou à 200. C'est des choses qui arrivent, c'est une variable parmi tant d'autres, mais on est rendu juste à suivre cette série-là. Moi, je la classe dans un côté, puis je vais juste regarder d'autres que Brooklady font. Puis depuis les Lynx, depuis, c'est ça, micro-provenance, j'ai adoré ce qu'ils font avec ça. Puis l'exploration, j'essaie d'y goûter quand je peux, mais c'est pas quelque chose que je collectionne. Je veux juste y goûter parce que je sais que ça va être bien fait. J'ai jamais été déçu dans leur casque. Personnellement, là, ceux que j'ai préférés, le pire, c'est que c'est même pas les Peat chez Brookladic. Mes préférés, moi, ceux que j'ai vraiment adorés, là, c'est des micro-provenances, c'est des gros Brookladic, c'est vraiment des... Finalement, je trouve que les fûts de vin vont très bien avec l'ADN minéral, justement, de cette distillerie-là. Puis on dirait que ce côté-là, laiteux, un peu calcium, là, moi, personnellement, ça me rejoint moins quand on vient chercher justement dans du gros peat comme ça, mais je comprends qu'il y a une très grosse clientèle pour ça. Puis je ne suis pas en train de dire que c'est pas bon, que c'est pas bien fait, mais moi, personnellement, du Octomore, je n'ai jamais acheté une bouteille. Je sais que je ne me reconnais pas là-dedans, malgré que j'adore le côté expérimental, puis aller chercher plein de choses comme ça, différentes. Je n'ai pas de difficulté à apprécier quand même quand je fais une lignée, puis que on tombe dans du super. Du super spécial, je pourrais m'en dire quelque chose de vraiment ésotérique. Je Mais vais mettre bref. 3 choses qui ont été exceptionnelles chez Brooklady, que peut-être ça a été dans un temps. Les Black Art, dans les premières éditions, c'était fantastique, exceptionnel. C'était des assemblages maîtres avec juste, on ne vous dit pas ce qu'il y a dedans, goûtez-y. Puis c'est juste, il y en a qui ont été vraiment marquants. Le 2007 CC01, qui a été dans un produit comme un des premiers cognac casques à mettre la barre excessivement haute.
puis la série Brookladic 3D, Pete Proposal, qui était un chef-d'œuvre entier. Puis ça, je ne les ai pas retrouvés encore aujourd'hui. Je pense qu'ils sont plus tombés sur l'exploration pour avoir une rotation plus constante. Leur production a beaucoup augmenté. Mais dans le temps, là, ils ont fait des choses vraiment débiles en expérimentation qui ont juste fait limiter. Puis que là, on voit vraiment, c'est des tirages beaucoup plus pour avoir comme 1 ou 2 éditions par année. Puis maintenir que c'est plus disponible que se forcer, mettons, sur de plus petits en tirage, mettons. Parce que Blackheart, ça, c'est vraiment des fûts plus âgés. Puis ils annoncent ça, c'est des fûts qui datent de l'époque de la Renaissance. Puis il y a des affaires assez ésotériques puis dispendieuses là-dedans. Mais je vais laisser parler Nick là, sur ce qu'il pense de la distillerie, d'Octomore, toutes ces choses-là. Là. Ouais, ben, j'ai bien réfléchi avec ce que vous avez dit, les gars, parce que il me reste un produit de Brookladic sur les étagères, en micro-provenance. J'en ai eu plus. J'ai eu des micros, j'ai eu des Octomore, des Port Charlotte, des Brookladic normaux, là, non-peated. Là, je me disais, ah, mais c'est vrai, là, quand tu as dit Faubourg, Martin, je pense que c'est ça, moi, j'ai des tocs là-dessus. Là. Donc, quand je pars dans quelque chose, pour tout que je les ai. Là, je me suis dit, ben non, c'est pas ça, parce que je trouve que finalement, il y a tellement de divisions que tu peux quand même être raisonnable. Si on parle d'Octomore, ben, les points 1, c'est tout le temps des bourbon casks. Les points 2, c'est tout le temps un mix de casques avec du Oloroso, du sherry, du vin. Les points 3, c'est du Highly Boiler avec 2 casques seulement. Puis les points 4, c'est du Virgin Cask. Fait que mettons que tu dis, ben, je tripe Octomore. Hey, c'est 4 palettes de saveurs qui sont complètement différentes. Fait que tu tombes-tu vraiment dans le faux mot parce que c'est du faux mot ou tu as envie de dire que c'est du faux mot puis tu les achètes toutes puis tu veux un peu flasher ton Octomore. Okay? Ça veut dire comme ça. Mais, tu sais, je veux dire, c'est là, les MP, ben, les MP, c'est quoi? C'est 2 par année? Bon, les Port Charlotte, c'est 1 par année, 2 par année, 3 par année. Ça reste quand même raisonnable. Fait que c'est une distillerie que j'apprécie, que j'aime boire, j'aime en boire. Je vais jamais dire non à, à une bouteille. Si j'en vois une, c'est tablette, la SAC. Quand je vais à la SAC une fois par 10 ans, je vais en acheter une probablement. Mais c'est pas, je vais pas commencer à les collectionner, mais j'ai jamais été déçu. Tu sais, comme toi, Alex, j'ai jamais été déçu d'un Brookladic. Si quelqu'un me dit, j'ai envie de faire un échange avec toi, tu serais-tu intéressé par un Brookladic? Let's go. Là, ça va me faire tellement plaisir. Je trouve que c'est bien fait. Il y a une ADN. Puis, contrairement à des nouvelles distilleries qui partent dans les explorations, là, les expériences à droite, à gauche, ben, Brookladic, ils ont une ligne, ils ont une ADN. Ils ont embarqué, en plus de ça, sur des flux exploratoires, la série Octomore, etc. C'est pas comme, on va essayer de quoi, puis hop, ça a marché. Là, je sais que c'est un jab un peu à Ardbeg, mais ils ont une façon de faire, puis on ajoute une couche à ça. Pas juste, on rase, puis on construit une nouvelle bâtisse. Là. Donc, je trouve que c'est une distillerie à aller voir. Puis, comme Glenmorangie va te donner une bonne base sur le sherry, le port, etc. Je pense que Brookladic peut te donner une bonne base sur non tourbé, très tourbé, puis vraiment intense. Tu en as 3 à voir, tu peux avoir ces 3-là. Puis ça donne quand même. Ce que tu dis, c'est que tu peux quand même te concentrer sur ce que tu aimes avec l'information que tu as. Fait que tu pourrais juste prendre, mettons, les points 4. Point 4, c'est des Virgin Oaks, ça, de mémoire. Oui, ça peut être ça, puis ça peut combler ton faux mot à la limite. Là. Puis tu as nommé le contre-exemple parfait, justement, d'une distillerie qui fait beaucoup d'exploration, mais qui, finalement, le résultat n'est pas toujours là. On s'entend qu'à Ardbeg, je pense que c'est le parfait exemple, justement, de l'expérimental peut-être moins bien réussi. Puis, je te l'accorde, effectivement, là, les Octomore, c'est rare que je me suis dit que ça faisait pas de sens qu'est-ce qu'ils font. À quelques exceptions près. Fun, juste pour. J'ai plus suivi ça fait longtemps. Juste pour vous donner une idée, les séries 14, c'était dans quoi? 2,80 dans ce coin-là? 2,40 à 3,40. 2,40 à 3,40? Ouais. Okay. Parce que c'est tout le temps des 5 ans-ish, même 4 ans des fois. Fait que,
Moi, dans ma tête, je me dis que c'est quoi? 180, tu as un single cast de Kiloman. Moi, c'est ça la difficulté que j'ai d'aller chercher un Octomore. J'arrive à un price point, puis je me dis, OK, elle est là, mais j'en ai acheté quelques-uns, puis j'ai vraiment été content, mais c'est toujours un blocage peut-être plus mental de se dire, je vais suivre la série pour vraiment m'y intéresser. Alors qu'au moins ici, on a un bel éventail d'autres trucs. Mais Ouais. Je prendrais C'est sûr. Port Charlotte avant de prendre Octomore. Moi aussi. Ben, franchement, moi, ce qui m'a rejoint le plus, c'est plus les Port Charlotte pour justement le cast exploration plus que le PPM avec le gros chiffre. Là. Moi, ça ne m'impressionne pas de voir un gros chiffre de PPM parce que par expérience, je sais que c'est pas ça nécessairement qui va donner le mouthfeel de la tourbe. Tu sais, le Hypernova à 165, là, je le mettais à côté d'un Kiloman ex-Bourbon d'une année X, là, puis je trouvais que le mouthfeel en termes de pied était plus prononcé dans le Kiloman, malgré que c'est un 50 ppm versus un 165. Fait que le chiffre, finalement, veut dire quoi? Il veut dire finalement, ben, c'est à la base, le grain il a été tourbé à tel niveau, mais ça ne veut pas dire qu'à la fin, le résultat va vraiment être à ce niveau-là dans ta bouche. C'est pas ça. Prédistillation. Tout ça est prédistillation. Fait que Il y a tellement de c'est 2 choses. fois, tu dis c'est 3 ça. fois, comment tu l'affines, comment tu coupes ton cœur de chauffe, qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu jettes, dans quoi tu vieillis. Au final. Il y a tellement de choses qui se passent entre le procédé de justement de tourber le grain puis le moment que tu vas le mettre dans ton verre que finalement, ppm, moi, je prends ça avec un grain de sel, même si je trouve que c'est une information pertinente. Mathieu, je te laisse Est-ce qu'il y a un mot de la fin? ben, pour les Qu'est-ce que qu'est-ce que tu j'en penses de la pense? distillerie, des Octomore, tout ça? T'as-tu ça chez vous, Yes. des Vocladic? Quelques-uns. J'ai du Brookladic, j'ai Port-Charlotte, du Octomore. J'ai goûté des micro-provenances, des Link. Je suis d'accord avec Nick complètement. Il y a tout le temps l'ADN de Brook dans toute leur série, mais tu peux choisir vers quoi tu te lances. Est-ce que je t'ai porté en acheter? Au début, c'était du faux mot, je voulais toutes les avoir. À un moment donné, j'ai comme fait, ouais, c'est impossible. Pour ma part, là. Ben, je pense que t'as beau avoir un gros revenu, il y a quand même un choix monnaie qui se fait. Là. Tu ne peux pas tout boire, même si tu as le revenu. Là. Il y a ça aussi. Là. En plein ça. Ben, après ça, ce qui est important à savoir, c'est où ce que tu. Tu sais, il y en a qui aiment on en connaît, qui aiment Brookladic du début à la fin de toutes du micro-provenance au Heavily Peated jusqu'à Octomore. C'est bon, ils aiment l'ADN et tout et tout. Pour avoir essayé, exemple, Octomore, qui est ultra pité, et pas juste ça, sont à 62-63% d'alcool. Moi, je trouvais que j'ai délaissé Octomore complètement. Puis, j'ai essayé Microprovenance. Comme tu disais, le petit côté calcaire, laiteux dans le Brook, les Microprovenances. C'est quelque chose que j'aime. Je ne ferai pas wow. C'est quelque chose que j'aime. Donc, j'y touche moins. Puis pour moi, Port-Charlotte, c'est pas mal la série que j'aime. L'expérimental, en plus, j'aime ça. Ils sortent un à bon prix. En tout cas, j'aime vraiment ça. Ouais. Puis, l'ADN est encore là. Tu t'en vas pas ailleurs avec ça. L'ADN est là de ce que tu demandes. Je suis d'accord que l'ADN revient souvent dans leur série. Là. Ça, c'est clair que tu reconnais un Brookladic. Moindrement, tu connais ton Brookladic, là, effectivement. Moi, je le reconnais par justement ce calcaire-là. Que autant tu vas dans le micro-provenance que dans les Port Charlotte, j'ai cette espèce de goût laiteux qui est particulier d'eau minérale, on dirait que ça vient d'eau minérale de ce place-là. Mon hypothèse, je ne sais pas si c'est vraiment ça. J'ai des éditions de 1990. Tu sais, j'ai des éditions 90-93 que j'ai goûtées. Puis, leur Distia, tu sais, ils n'ont pas changé leurs alambics. Là. Le Distia, il est sensiblement, tu retrouves sensiblement
l'ADN tes- des distilleries C'est d'aujourd'hui. tes là. points de repère en même temps. Ouais. Fait que moi, c'est ça. Je continue à aller vers les Port-Charlotte, les expérimentales Fait comme casques. des méli-mélos, tu prends ceux que t'aimes puis tu laisses les autres. Ouais. Très bonne Euh, analogie. Puis, cette édition-là m'a ramené justement au débat que je vois souvent sur les réseaux sociaux parce qu'on le sait que, bon, pénurie de fûts de Sherry Cask a amené l'industrie à se tourner vers plein d'autres alternatives. On voit des fûts de rhum, de tequila, puis de spiritueux autres, mais aussi des fûts de vin comme celui-là, des fûts de Pomerol qui ne sont pas des fûts de Xérès. Certains voient ça comme un petit peu un coup d'opportunité, disent que c'est des questions économiques, puis c'est plus une aberration dans le monde du whisky que d'autres choses. Moi, personnellement, je suis pas trop de cet avis-là. Je trouve ça le fun quand même d'avoir une diversité. Puis c'est ça que je trouve le fun dans le whisky, justement, que tu sois capable d'aller chercher tellement plein de finis différents, puis que tu sois capable de comparer, puis d'avoir une certaine diversité, puis tu te reconnais dans certains goûts, puis ça te permet d'avoir des challenges, des échanges, puis tout ça. Mais on peut quand même se poser la question, est-ce qu'ils ont été trop loin avec un fini de 5 ans comme ça en Pomerol? Est-ce que ça vous pose un certain bémol dans votre tête quand vous voyez ça sur papier, là, des gros finishes en fût de vin comme ça? Est-ce que ça vous dit dans votre tête qu'on est en train de prendre une direction un peu plus ésotérique dans le monde du whisky? On est en train de tomber dans des choses plus spéciales. On est en train de prendre une direction qu'on n'aurait jamais eue là, une couple d'années, à avoir des whiskies très, très vineux, là, des over-vineux, si je peux dire ça comme ça. Martin, je commence avec toi comme toujours. Je te dirais pour moi, là, le côté gros finish en vin, c'est pas ma tasse de thé, peut-être parce que je ne suis pas un amateur, à savoir si c'est une direction ésotérique qu'on prend ou on va amener quelque chose de nouveau. Je ne suis pas certain. Moi, j'aime le côté exploratoire du whisky, tu sais, qu'on sorte un peu du vieux carcan, là, vieux boys club là, qui reste dans un carcan. Il ne faut pas sortir de ça, sinon il y a des poursuites, tu ne peux pas faire ce que tu veux, etc., etc. J'espère que c'est pas par dépit ou par manque de fûts qui existe que par une volonté d'explorer puis de peut-être de faire des produits qui vont devenir peut-être à un moment donné dans des core range, peut-être, on ne sait pas, là, parce que mais personnellement, je trouve ça bien. Tu sais, tant qu'on ne pousse pas la note là, à nous sortir des whiskies en fût de pur noisetier, moi je suis correct. Mais j'aime bien, j'aime bien. Malgré que c'est pas ma tasse de thé, ces gros finishes-là. J'aime plus le côté des vins fortifiés que des red wine. Je ne vais pas dire de vin de table, là, mais ouais, c'est un peu ma perception de ça. C'est du shine, là. Mais c'est sûr que tu sais, l'extrême de ça, c'est qu'on mettrait, tu sais, le monde, ils vont dire, c'est quoi la prochaine affaire? Ils vont mettre du vin dans le whisky carrément. Mais tu sais, en même temps, je me dis que si ça ne serait pas de ces genres d'initiatives-là, on serait encore dans le bon vieux ex-Bourbon, puis on ne serait jamais sorti de là, finalement. Il y aurait plein de choses qu'on n'aurait pas eues non plus, là. C'est un peu les Glenmorangie de ce monde qui ont poussé ces finishes-là, puis ça a été continué par les autres comme ça. Prochain, c'était Alex. Alex, t'en penses quoi? Techniquement, là, c'est toujours une question de. On se trouve en ce moment un petit peu dans le même rush que la microbrasserie a vécu il y a 5-6 ans, que les gens sont intéressés à découvrir, à essayer. Le monde de tester des trucs. Avant, on avait quoi? Une blonde, une rousse, une cuivrée, une blanche. Puis là, maintenant, tu as des barriquets levure sauvage dans des foudres. Rouge des Flandres, on est rendu avec une explosion. Puis ce que tu donnes à l'amateur, au client, en bout de ligne, c'est l'occasion de découvrir. Puis c'est ça que ça fonctionne. Il y a beaucoup, on la vit, la crise en ce moment dans la microbrasserie. Il y a beaucoup de joueurs qui disparaissent parce qu'ils ne sont pas capables d'évoluer aussi rapidement que les autres joueurs, à faire des essais, à garder le monde intéressé à ce qu'ils font. Puis dans le whisky, il arrive un peu dans la même lignée. La seule chose, c'est qu'on va peut-être frapper éventuellement un certain stade où c'est qu'il va y avoir un rush de faire du produit
qui ne sera peut-être pas prêt ou des trucs comme ça. Pour l'instant, on est chanceux. On est dans une phase où c'est que la majorité des essais qui sortent, on voit les nouveaux casques, là, Calvados, Tequila, Mezcal, tout ce qui vient qui n'était absolument pas considéré. Mais là, maintenant, il y a beaucoup de choses que la Scotch Whisky Association a ajoutées dans leur répertoire qui donnent la possibilité. Puis à date, ils font du bon travail avec ça. Ceux qu'on a vu sortir là, à ce moment-là, qu'est-ce que ça va donner plus tard, on ne sait pas. Mais ça donne plus de choix pour le consommateur, un intérêt marqué, puis même d'attirer d'autres amateurs qui viennent de d'autres mondes, du rhum, du cognac, d'ailleurs, qui ont des thèmes de saveurs différents. Honnêtement, tant que le consommateur est gagnant là-dedans, puis qu'il a le choix de choisir, puis qu'il voit ça, un PMC, hey, pas Mérol 4, hein, c'est quoi, j'ai jamais goûté, je vais m'essayer. Avant, il n'y aurait jamais eu ce choix-là parce qu'il n'y a pas une distillerie qui aurait décidé de faire des essais comme ça. Moi, j'adore cette espèce de lancer vers l'or-là puis de voir ça évoluer. Il faut juste faire attention, comme on aime enseigner Herbert un peu dessus parce que c'est lui qui était un petit peu le Highland Park d'avant, puis le Macallan d'aujourd'hui dans certains degrés, qui essaye de driver ça via beaucoup d'histoires de marketing pour lancer ses explorations, puis qui sont faites à beaucoup plus grosse échelle. Genre, tu peux pas dire une édition illimitée à 30 000 bouteilles, là, come on. Mais à plus petite échelle, puis en plus en mode découverte, moi j'adore ça. Vraiment de la micro-distillation, puis d'aller vraiment sur des expériences plus réduites assez pour qu'on puisse en avoir ici, parce que quand même, on est quand même très limité dans les choix qu'on a à ne pas être en Écosse, UK ou en dehors d'un monopole d'État. Mais honnêtement, tant que c'est bien réalisé et que le consommateur est gagnant, let's go. T'as le bon mot. Tant que c'est bien réalisé, c'est quoi le problème? Là, on a beau chialer justement. Ah, tu fais ça juste parce que il y a une pénurie de fûts. OK, so what? Le concours de circonstances amène parfois une évolution, que ce soit dans n'importe quel domaine. Là, puis pourquoi pas? Pourquoi pas ne pas voir le bon côté et les mauvais côtés s'il y en a, puis ne pas s'ouvrir l'esprit à ce que ça nous apporte, justement, là, ces circonstances-là de pénurie de fûts de Xérès, parce qu'il n'y a plus personne qui boit ça, du Xérès, ou à peu près pas, ou pas autant que l'industrie du whisky aurait besoin de fûts. Là. Et à côté de ça, tu as plein de fûts de vin, justement, qui cherchent preneur parce que du vin, le monde en boit, puis ça a une certaine valeur, un fût qui peut être monnayé par le vignoble après ça. Puis pourquoi pas, si ça peut apporter quelque chose à l'industrie du whisky, puis apporter quelque chose aux amateurs qui ont du plaisir avec ce genre de produit-là. En tout cas, moi, je pense que c'est pourquoi pas. C'est un peu ça. Nick? Oui, c'est vraiment intéressant. Martin t'a parlé du Boys Club, puis dans le fond, c'est pourquoi on a fait les fûts de sherry? Parce qu'avant, c'était juste du bourbon. Là. Et on s'entend, là, quand le bourbon est devenu vraiment hype à la fin de la Prohibition, on faisait le bourbon, on chutait ça au UK, les Écossais faisaient ça, c'était ce qui revenait le moins cher, puis c'était ça. Là, dans les années comme 70, hein, qu'est-ce qu'on buvait? Ah, les vieux monsieur, dans leurs habits, Mad Men, buvaient du Xérès, on a voulu reproduire ça. Puis là, aujourd'hui, c'est plus juste ce monde-là qui boit du whisky. C'est tout, des femmes, des hommes, des Asiatiques, des Européens, des Américains, des Sud-Américains, c'est tout le monde. Fait que tous ces gens-là ont apporté, dans le fond, ont une palette de savoirs, ont des expériences culinaires différentes. Puis l'industrie du whisky, parce que c'est une industrie. C'est pas genre des gens qui ont du fun à faire de quoi de chez eux. Depuis le départ, c'est une business. Hein, les distillateurs illicites, là, ils faisaient pas ça pour le fun. Là. Ils faisaient ça pour arrondir les fins de mois, puis ils se cachaient des taxes d'assises. Hein, ils ne voulaient pas payer de taxes, ils voulaient plus de cash dans leur investir. C'est une business. Les gens ne sont pas niaiseux. Ils faisaient des fûts de sherry parce que ça correspondait à un certain profil. Fait qu'aujourd'hui, ils font toutes sortes de choses parce que ça correspond à toutes sortes de profils. Fait qu'il y a cet aspect-là. Puis il y a l'autre aspect, c'est, on dit, ah, il n'y a plus de fûts de sherry. Puis avant ça, c'était des fûts de bourbon. Puis avant ça, c'était des fûts de Porto. Avant, les whisky étaient tout le temps liés dans les fûts de Porto. Pourquoi? Parce que tout le monde buvait du Porto. C'était facile, tu avais des fûts de Porto, ça coûtait pas cher. Après ça a été des fûts de Bourbon, fûts de sherry. Aujourd'hui, comme justement le marché de l'alcool, c'est vraiment démocratisé, ben, tu as accès à tout. Fait que c'est pas de dire, ah, les distilleries vont aller chercher les fûts les plus cheap possibles. Mais veut pas, ils font pas ça pour perdre de l'argent.
qui suivent certaines modes. Puis c'est des gars, tu sais, je veux dire, Jim McEwan, on a dit quoi pour Bowmore, 38 ans, c'est ça qu'il a fait à Bowmore? Exact. 38 fais ans, pas il a confiance. commencé à l'âge de 15 ans dans l'industrie du whisky. Il faut le faire quand même. C'est une grosse pointure. Hein. Puis je pense que c'est particulièrement vrai pour les Écossais, mais là, tu fais pas confiance à des gens qui ont plus d'expérience dans le whisky que toi, tu as d'années de vécu sur la terre. Tu sais. C'est ça, moi, qui me fait. T'aimes pas ça, c'est une chose. Puis oui, on voit du monde qui tire partout. Là. C'est vrai que les fûts de mescal, puis les fûts de rhum, ouais, tu joues un peu. En même temps, pourquoi pas? Je veux dire, une expérimentation ratée, ça arrive, mais veux pas, ces gars-là ont bien plus de hits, et ces femmes-là, excusez-moi, ils ont bien plus de hits que de miss. Fait, pourquoi pas? Pourquoi pas? T'aimes pas ça? Gordon MacPhail, t'as ton Sherry Cask, ton 15, 20, 30 ans d'âge, tout le temps la même chose. Tu peux aller ça. Tu peux aller vers là, puis tu peux aller vers ailleurs. Moi, je suis très content de l'état de l'industrie du whisky, à part pour les prix. Mais le reste, je trouve que c'est formidable. Tu as n'importe quoi. Donne-moi une saveur, il y a un whisky qui correspond, vas-y, va te la chercher. Fait que, let's go. Tu l'as dit, plus de diversité de monde, donc moins de comportements conservateurs, parce que tu n'as pas le choix de t'adapter. Tu n'as plus le choix de juste regarder ta clientèle qui était ton boys club qui buvait des ex-fûts de Bourbon. Il faut que tu élargisses ton éventail de clients, il faut que tu trouves tes horizons. Puis je pense que ça vient effectivement avec des adaptations. Puis le marché asiatique qui a embarqué, ça aussi, ça a créé une très, très forte demande sur l'industrie du marché. On y revient souvent dans nos vidéos. Puis c'est quoi la solution pour ça? Il n'y a pas plus de fûts de Xérès qui vont se créer juste parce qu'il y a plus de demandes. Ça ne fonctionne pas comme ça. Fait que, un dans l'autre, tant que les choses sont bien faites, moi, effectivement, je ne vois pas le problème. Puis faut s'ouvrir l'esprit, je pense. Mathieu? Yes. Ben, tu sais, on en a parlé, Nick en a parlé tantôt. Je pense que c'est une grosse mode. Puis je pense qu'on n'a pas le choix de. Ils n'ont pas le choix de suivre les modes, les goûts de chacun vers quoi on s'en va. Ben, je suis bien content qu'ils essaient autre chose que des bourbon casques pour aimer les casques de finition en fût, les casques de finition de vin ou porto, tu sais, vin, même les rhums, tequila, mezcal, tu sais, ça peut être bien des modes ou des façons spéciales de camoufler leur jus, des fois médiocre. Je m'excuse de dire ça. Par contre, je suis du même avis, JP. Si c'est bien fait, pourquoi pas? On est là pour essayer. Je pense que chaque personne peut retrouver maintenant un whisky avec une finition qui va bien aimer parce que ça s'est fait, parce qu'ils ont expérimenté la chose, parce qu'à cette heure, on a décollé de notre divan cuivré boutonneux, puis il y a de la couleur dans tout ça. Moi, c'est mon avis personnel pour Mais l'expérience. t'amènes un bon point qu'effectivement, il y a des gens qui pensaient, qui disaient au début que, dans le fond, ils faisaient ça pour camoufler des défauts des fûts, à rajouter des finishes, rajouter des maturations par-dessus. Ils disaient, ah, c'est ça, ton fût a mal viré, puis là, tu essaies de le renipper avec quelque chose par-dessus. Écoute, il y a toujours des façons plus négatives de le voir aussi, là. En même temps, je me dis, crème, je veux pas qu'il jette ce whisky-là. Malheureusement. S'il y a quelque chose à faire avec ça, pourquoi pas? Tu sais, c'est un peu ça. Mais tu sais, on voit des hardbacks qui nous sortent, ils nous vendent leurs erreurs. Tu sais, je m'en sac que c'est une erreur. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Tu sais, peu importe le pourquoi du comment on est arrivé à cette conclusion-là, à ce résultat-là, ben moi, je vais faire mes conclusions quand ça va dans mon Glencairn pareil. Tu sais, erreur ou pas, ou j'ai essayé de renipper un fût qui n'était pas bon. Tout ça, moi, personnellement, je trouve que c'est juste, c'est juste des interférences. Ça, c'est quelque chose que faut
faut pas se badrer de ce genre d'explication-là. Là. Un peu comme dire les maudites grosses corporations, ils font de l'argent avec nous autres. Bien sûr qu'ils font de l'argent avec nous autres. On est tous des consommateurs. Là. En même temps, est-ce que je suis plus exigeant envers une petite business qu'une grosse corpo? Oui, c'est sûr, je vais m'attendre à ce que la proportion des moyens fait en sorte que tu es capable de me sortir quelque chose qui fait plus souvent de l'allure. Mais bref, ça, c'est une autre histoire. On pourrait en reparler longuement. Mon prochain point sur la liste, qu'est-ce que vous pensez du prochain Soterncast qui a été annoncé? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va faire sortir bien justement le côté Sotern dans toute cette espèce de melting de tour de Port Charlotte, d'eau minérale, de côté agricole? Est-ce que vous pensez que ça va bien sortir? Est-ce que c'est quelque chose que vous vous dites, je vais aller m'acheter tout de suite quand ça sort? Est-ce que je vais y goûter avant? Ou vous vous dites, moi, Sauternes, ça me parle moins. Qu'est-ce que ça vous dit quand vous regardez juste ça sur papier? Parce que nous autres, on n'a pas eu accès encore à ça. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ont déjà goûté. Mais nous autres, au Canada, à ma connaissance, là, on n'a pas ça encore. Mais ça s'en vient, ça a été annoncé. Puis j'ai déjà vu des reviews. Ça fait que probablement qu'il y a des gens qui ont déjà goûté à ça. Martin? De mon côté, je te dirais que je suis pas enthousiaste de goûter à ça, dans le sens que un de mes premiers amours dans le whisky a été les finitions en fût de Sauternes. Étant Glenmorangie fan, j'ai goûté au Nectar d'Or avec la belle petite boîte beigette à l'époque que tu ouvrais le hareng Sauternes. Après ça, goûté au Tullibardine, je pense que c'est le 225, qui était dans un fût de Sauternes aussi. Puis par la suite, on a goûté là, le Kiloman, Sauternes, Saturne. Là, je pense qu'il y a un Ardbeg aussi qui est l'anthologie, si je ne me trompe pas, qui est. Fait que je pense que le produit peut bien se prêter avec la tourbe, peut-être, puis le Sauternes. On a vu des résultats probants. Probablement que la DIC, je pense pas qu'ils vont réussir ils pourraient surpasser de beaucoup, mais ils ne pourront pas faire un produit qui va être en deçà des attentes tant que ça, je pense. Là. L'art semble bien maîtrisé à ce niveau-là. Mais oui, j'ai des belles expectations. Ouais, ouais, je pense que ça va être un produit intéressant. J'ai hâte d'écouter à ça. Ouais, Parce qu'ils ont déjà fait un SC Sauterne Finish, mais là, de ce que je comprends, c'est un second fill 12 ans mature. Là. Fait que, à quel point. Moi, je ne me souviens pas là, du SC, qu'est-ce que ça donnait comme résultat. Probablement que j'ai goûté et que ça ne m'a pas nécessairement marqué plus qu'il faut. Fait que je me dis peut-être que je vais être encore aussi indifférent vis-à-vis de celui-là. Tu sais, des fois, c'est ça, je me dis, si je me pose la question, si je ne m'en souviens pas, d'habitude, c'est pas bon signe. Mais est-ce que ça me parle sur papier quand même? Oui, je pense que quand je vois Tourbe et Sauternes, moi, ça me parle. Est-ce que c'est quelque chose qui, je pense, qui va bien matcher avec l'ADN? J'ai de la misère à le figurer, ben franchement, là, pourquoi pas? On a un gros fini vin rouge, pourquoi pas vin blanc? Je vais être curieux d'y goûter. Est-ce que je vais aller m'acheter une bouteille en sortant? Non, je ne vais pas nécessairement courir pour aller m'en chercher une. Mais fort probablement que je vais essayer de m'arranger pour y goûter, puis me faire mon opinion. Puis si ça me plaît, j'irai plus loin. Mais je trouve ça le fun. Encore là, un beau age statement avec un beau fût, beau auto. Moi, ça regarde bien sur papier. Alex? On va voir. Ils ont une bonne track record. On va voir quand ça va arriver. Moi, que ça soit fini dans tout et n'importe quoi, tant que c'est équilibré, complexe, je vais mettre mes 2 thumbs up puis je vais aimer ça. Je vais essayer de goûter, c'est sûr, parce que la track record de Bruichladdich est ce qu'elle est. Quand tu n'es jamais déçu d'une distillerie, tu as tendance à plus la suivre, plus regarder qu'est-ce qu'elle fait. Je vais juste attendre que ça devienne disponible puis me faire ma propre idée, mais c'est quelque chose que je vais vouloir essayer. Alors, à ce moment-là, ça aurait pu être n'importe quoi comme un finish de whatever, j'aurais quand même dit la même chose. Fait que je vais juste prendre mon mal en patience. C'est ça, parce que nous autres, on est tous des geeks, c'est sûr qu'on va tous y goûter. Fait que... je veux dire, on s'en va dans une couple de mois pour une autre chronique avec le même verre, mais genre un SC. On peut jaser autour aussi du fait que c'est un second field. Essaye-tu de nous refiler quelque chose? Je sais pas. Y a-t-il une qualité qui va.
First, second, c'est quand même pas si pire. Ça dépend de l'influence que tu veux donner parce que c'est quand même fortifié. Là, on n'est plus dans du vin qui est à 10-12, on est dans de la fortification. Peut-être qu'ils vont le laisser plus longtemps. Peut-être que justement, C'est on ce va qu'ils aller ont chercher. fait, là, oui. Ils l'ont laissé plus longtemps qu'un second fill. C'est ça qu'ils ont À ce fait. moment-là, on peut peut-être avoir un meilleur rendu qu'un first fill dans un temps court qu'un second fill dans un temps long. Fait que ça va rester à voir qu'est-ce qu'ils ont fait comme assemblage derrière ça. Ouais. Only time will tell. Ouais. Nick? All in. Oh. Franchement, la tour pour le Sauternes, là, je suis vendu. Ah oui? Ah ouais. Un de mes whisky préférés à vie, c'était Tour de Sauternes. Je me rappelle, là, le Moïna Sauternes, c'était malade. J'ai bien aimé l'anthologie, leur belle anthologie, là, j'ai trouvé ça bon. Oui, Charles, peu importe, là, mais j'ai trouvé ça bon. Puis Coleman Sauternes, let's go, take my money. Second fill, je trouve ça quand même intéressant parce que c'est rare. D'habitude, on a plus du first fill Sauternes. Fait que ça apporte quelque chose de différent. Mais là, c'est sûr que ça va me tenter de m'en procurer une bouteille, assurément. Puis je pense que ça va bien aller, tu sais, comme tu as dit, le petit côté salinité, pas salin marin, mais un peu sel, point, etc. Moi, je pense que la minéralité puis le côté sucré là, du Sauternes va bien aller avec ça. Fait que vendu, direct. L'achète à sortie, tiens. Ben, les autres formats du Sauternes étaient bons. Shut up and take my money, là, tu sais, le meme, là, tu sais. Mais on peut jaser aussi, Second Field, c'est peut-être plus de bois aussi. Peut-être qu'on va avoir plus de chaînes là-dedans qui transparaît. Souvent, c'est ça aussi avec des pas First Fill. On va ressentir plus du chêne, des épices, du bois, surtout avec une âge plus élevée comme ça. Mais peut-être que le résultat il est bon, va être bon aussi. Là. Ça ne veut pas dire nécessairement que ton finish ne transparaît pas autant et que tu as plus de bois, que c'est nécessairement pas bon. Ça peut être très bien équilibré quand même. Mathieu, sinon, toi, un Sauternes, toi, t'es all-in, toi aussi? All-in, j'ai même pas peur de ça. Puis je pense qu'on va avoir la chance d'y goûter probablement. Non, c'est clair. Soit first ou second, je pense que leur distillat, il va très bien, il s'intègre très bien avec les finitions de vin, là, pour ma part. Donc, tu sais, avant de dire non, on va bien goûter. Fait que probablement que cette année, pour ça par ici, là, je peux pas m'avancer plus à ce sujet. L'autre sujet polémique, la boîte. C'est la première année qu'il n'y a plus de boîte. Ah, boy. Vous en pensez quoi? Il y a des gens que. Oh mon Dieu, ça défait ma belle lignée sur ma tablette. Ça va impacter le monde qui veut ça bosser une tablette. C'est pas mal ça, tu sais. Procladés ont toujours été vraiment au devant de tout le monde côté environnemental. Autant utilisation des techniques plus avancées au niveau de réutilisation, recyclage et compagnie. C'est dans les premiers à aller vraiment dans les emballages recyclage initialement. Fait que je suis pas surpris qu'ils fassent le move alors. Puis, tu sais, les boîtes, si on connaît l'historique un peu, si tu fais plus de chill filtration, puis tu fais plus de coloration, tu n'as plus trop besoin d'avoir des boîtes de toute façon pour protéger le whisky de la lumière. Ça ne change rien. Les whisky canadiens ne viennent jamais avec des boîtes de toute façon. Fait que, c'est dire que tu enlèves un morceau d'équation pour peut-être donner un meilleur prix au consommateur, même si en bout de ligne, tu vas peut-être avoir moins de belles boîtes alignées. Moi, honnêtement, pareil au même. Là, c'est le jus qui m'intéresse. C'est juste un petit peu dommage parce que j'ai mon autre côté qui regarde mes boîtes de Compass Box. Puis là, je sacrerais beaucoup si je les aurais pu. Mais pour ceux-là, j'ai pas suivi ça. Fait que je suis comme, c'est pas grave. Ouais, parce que ça vient aussi avec à quel point tu mets la boîte. Il y en a qui trouvent le design affreux et qui s'en foutent. Il y en a d'autres qui les trouvent très belles. Ils n'ont jamais comme mis ça de l'avant beaucoup. Fait que, tu sais, même Octomore, ça a toujours été comme des tubes avec le numéro point l'édition. Puis ça n'a jamais comme été quelque chose qui ont mis un effort, mais c'était le fun d'avoir tous les numéros back-à-back. C'était plus le côté d'avoir Whisky Room qui a un beau suivi puis que tout paraît bien. Mais ton côté OCD qui est satisfait quand tu vois aligné. C'est ça, mais en bout de ligne, le jus a toujours 4% plus de priorité. Fait
Le gars qui a un TOC là, qui est limite autiste pour pas être péjoratif, là, il va voir ça puis il va dire crime, il me manque un chiffre, il me manque une boîte avec un chiffre. Mais tu as sorti un autre point que je trouve intéressant. C'est pas parce qu'il n'y a plus de boîte qu'on va avoir un produit moins cher, même qui est plus cher que les autres. Là. Ça a turné off une coupe de monde pour ça aussi. Puis, tu sais, ils nous avaient sorti ça un peu justement avec, quand ils avaient annoncé ça, avec une source écologique, puis que notre but, c'est de réduire les coûts puis l'impact environnemental, puis blablabla. Puis au final, ils sortent un produit juste plus cher, puis au final, on pense pas mal tout que c'est une question plus économique que d'autres choses. Mais peut-être que c'est un peu des deux, puis bon, je pense qu'on pourrait en discuter longtemps, là, mais prétexte ou non économique ou écologique, on n'est pas dans le secret des yeux, on ne pourra pas le savoir, on n'aura pas de réponse aujourd'hui. Je fais jaser Martin pour le fun. T'as-tu du gaz à patiner là-dessus? Plus ou moins, je veux dire, moi, le côté boîte, c'est à la maison surtout, je te dirais que je T'es pas un laisse. gars avec des étagères. Oui, mais je vais te dire franchement, souvent, c'est parce que tu sais, j'ai des bouteilles vertes, des bouteilles fermées. Il y en a qui vont dire qu'est-ce que tu fais avec des bouteilles fermées? Ha, ha, ha. Mais souvent, je laisse les bouteilles ouvertes, je les mets en avant de la boîte. Fait que tu sais, quand je sais que je vais aller me chercher, là, t'es comme ah, elle est ouverte? Ah non, elle est pas ouverte. Ah, elle est ouverte? Ah non, OK. Fait que je sais que ce qui est ouvert est en avant de la boîte. Fait que, puis ultimement, la première affaire qu'on jette, c'est la boîte, là, en tout cas dans mon cas. Là, pour vous rejoindre les deux sur l'économie, par contre, ça aurait été le fun. Puis, quoi, on n'est pas dans le secret des dieux. Tu sais, si la boîte, elle avait un 5 ou 10 dans le prix final du produit qu'on paye, de voir un certain une températion du prix du produit, ça aurait été le fun. Ben, écoutons, ultimement, là, je veux dire, Ils l'ont mis dans les poches puis ils ont une gêne. c'est ça. Ils l'ont réinvesti dans du, comme des fonds d'environnement, peut-être, qui sait, là. Who knows? Who knows? Nick? Qu'est-ce que j'ajoute? Question écologique, ben, techniquement, oui, c'est vrai. Si tu n'utilises pas de carton, tu n'utilises pas d'aluminium pour tes boîtes, tu as contribué à réduire la consommation. Après, du carton et de l'aluminium, ça se recycle, surtout l'aluminium, ça se recycle à vitam aeternam. Je veux dire, un produit que vraiment ça a une plus-value pour la planète. Ouais, peut-être, OK. OK, tu sais, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est ça, on ne peut pas être contre la vertu. Non, c'est ça, exactement. C'est dur d'avoir un argument, mettons. C'est ça. Après, tu sais, le point de vue économique, qu'est-ce que ça coûtait vraiment? C'est croire là, que ça diminuerait le prix. C'est quoi la boîte par rapport au verre? C'est par rapport à ton alambic, c'est par rapport à tout ça. C'est quoi réellement? C'est combien de pourcentage? 0,1% du produit? Fait que, moi, je pense que c'est une petite marge de profit qu'ils ont en plus. Ça me choque pas. En même temps, je suis du genre collectionneur. Puis j'adore mes scotch avec des boîtes, mes bourbons, fuck la boîte. Fait que c'est moi personnellement. Après de plus en plus de whisky, j'ai pas de boîte. Bof. C'est mettez à la lumière là, du jour, là, de toute façon, boîte pas boîte, ton whisky chauffé, c'est pas idéal anyway. Mais là, au moins, la bouteille est teintée. Là, fait qu'il y a au moins ça, UV qui passe pas. J'aime bien mieux une bouteille teintée qu'une boîte. Puis ça n'a pas rapport avec le soleil, je trouve ça juste beau. Moi, les bouteilles vertes de la Beg, le verre noir, la bouteille, le bleu teinté de Macmillan, ça, j'aime ça, je triperais plus. Là, mettons, c'est dire, ça va l'éclaircir. Bon. Après, je sais pas, ça change pas. C'est bon, c'est bon. Une belle boîte, oui, c'est le fun. Tu as parlé comme Passbox, c'est sûr que c'est wow, là, quand je suis pas là-dessus, mais qu'est-ce que c'était mieux, là, un gars qui fait 3 tirs de barrage de malade dans l'avenir ou quelqu'un qui fait 55 buts? Je préfère un joueur de hockey qui fait 55 buts que un Michigan et par année. On se dit. Plus un temps où ce que vraiment ça m'aurait plus choqué, là, parce que je pense au début, j'aimais beaucoup me faire mes séries, puis justement, accorder toutes les éditions d'Artbeck. Puis à un moment donné, je me suis dit, crème, ça vaut pas la peine de toutes les avoir. Je les veux pas toutes finalement. Là, il y a comme eu une phase que je me suis dit,
J'aime mieux aller chercher juste les éditions intéressantes plutôt que faire une série pour rien, que juste ça a l'air beau puis que ça se présente bien. Mais je veux pas les gens qui font ça. C'est juste moi, personnellement, rendu au point où j'en suis, j'en ai tellement que je sais que je serai pas capable de tout boire ça de toute façon. Fait que faire une lignée, pas de lignée, je suis juste en train de triper puis d'aller chercher certaines éditions qui m'intéressent, puis boîte, pas boîte, moi, personnellement, je m'en fous complètement. Puis même que ça va peut-être juste prendre moins de place finalement sur mon étagère, puis je vais être content. C'est un peu ça. Ouais, attention, parce qu'il y a du monde qui ont des étagères qui me font peur. Il ne faut pas que ce soit un prétexte que ça Avec qui fait la grosse banane, là. Mathieu? Moi, moi, le Tokyo en moi, pour vrai, les boîtes, je comprends le côté, tu sais, je peux comprendre le côté qu'on dit vert, écologique. Comme Nick disait, l'aluminium, c'est facile à recycler. Est-ce que ça a un gros coût? Je pense pas tant que ça. Je suis pas dans la même lignée que vous autres, les boys. Dans le fond, j'aime bien ça pour promener quand je m'en vais chez des amis avec ma boîte qui protège mon contenant. Là, je la trimballe, exemple, dans un sac, puis ding, bling, bing, bing. Tu sais, puis je peux te dire Un une point. chose, les boîtiers Port Charlotte avaient tout un isolant jaune qui fait en sorte que la bouteille ne se déplaçait pas de droite à gauche et en bas, il y avait un socle pour que ta bouteille se tienne bien. Ça l'a sauvé une de mes bouteilles, ça, c'est vrai. Mais, Microprovenance que j'ai échappé dans les marches, qui est tout poqué en arrière. Puis une chance qu'il était dans sa boîte, parce que sinon, on l'aurait pas aujourd'hui, survécu. là, tu payes une bouteille le prix que tu payes une bouteille 150, 300 $. 150 tu es à 5 doigts de peut-être l'échapper à terre. Tu sais, tu le sais pas, tu l'échappes, c'est peut-être juste un contenant qui va la protéger. Oh, Rendu là. on me dit que Steven Guilbeault est sur la deuxième ligne. Il aimerait parler à Mathieu. Après ça, mon côté coquet, collectionneur, tu sais, j'aime bien ça. On t'en a parlé tantôt, avoir les numéros, les couleurs, les affaires comme ça. Moi, personnellement, si j'avais une méga pièce, un entrepôt 20 par 20 fermé, je m'en foutrais. Mais j'aime ça voir, comme Alex a parlé tantôt, les Compass Box, ils mettent de l'or sur les bouteilles. Moi, je vois ça comme de l'or. J'ai un autre étagère à une autre place, puisque c'est toutes mes bouteilles ouvertes. Là, je peux te garantir que c'est le fouillé et non de boîte. Il n'y en a pas de boîte, c'est rempli de bouteilles. Mais où est-ce que les bouteilles à la vue, j'aime bien ça, que ça soit protégé, que ça soit dans leurs boîtiers. C'est mon avis personnel. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment moins ça. Est-ce que je suis content pour le côté écologique? Tant mieux. Personne peut être contre ça. C'est pas mal mon avis. Tu sais, c'est vrai parce que je suis comme neutre un peu là, par rapport aux boîtes. Là. J'aime ça, mais je vais pas déchirer ma chemise pour ça. Puis en même temps, là, je regarde le Blue Haven Limited Release, puis j'ai un Moïna Brandy qui est dans une boîte de 12 parce que j'ai plus de boîte, puis j'ai un peu envie de déchirer ma chemise, je t'avoue. Là. Il détonne parmi les lignées, là. Ça me gosse. Là. Mais non, mais tu sais, je sais pas. C'est pas comme des sièges chauffants en plein hiver sur un char là, où tu te dis ah, ça c'est vraiment le fun. Là. Ça reste, si tu veux, là, les Kilcoman sont beaux dans toutes leurs boîtes, mais au final, là, les Bourbons n'ont pas de boîte, puis je les achète pareil. Là. Il y en a qui vont dire, Crème, je paye un produit des centaines de dollars, puis tu me donnes même pas de boîte. C'est aussi vrai. C'est un peu, Vrai tu livres un char de luxe, pas de banc gris, ou je sais pas trop. Là, c'est comme. Je sais pas.
Ouais, c'est comme si au McDo, ouais. Au McDo, ils garochaient tes croquettes direct dans le sac pour sauver une boîte, mettons. Mais en même temps, c'est quand même c'est important pour les collectionneurs, on le dit, parce que des fois, on va sur certains sites là, qui pourraient peut-être faire de la revente. Tu sais, comme la boîte est dentée. Tu sais, comme ça a quand même une importance. Tu sais, moi, ma boîte en carton est maganée. Et, tu sais, pas grave. Là, je vais boire ce qu'il y a dans la bouteille. Je ne vais pas manger le carton de la boîte. Mais comme tu dis, pour le display, d'avoir la belle. Puis c'est partout pareil. Écoute, tu vas dans les boîtes, dans des magasins de Lego, là. Il y a du monde qui va acheter des Lego pour les collectionner. Puis ça m'est arrivé, le gars il dit: Ah, monsieur, la boîte est maganée, le voulez-vous pareil? Ouais, c'est parce que je vais le monter, le Lego. Ouais, mais non, c'est parce qu'il y en a qui achètent ça juste pour le laisser dans la boîte. Fait que ça dépend tout le temps un peu pourquoi, là, tu sais, mais Puis ça, le mettre dans les layout, puis pouvoir le monter plus tard, tu comprends? Il aime aussi, ça que ça soit clean. clean, beau, pas de défaut. Fait que, ouais, il y a comme il y a les deux aspects à considérer, là. Ouais, parce que c'est vrai qu'une boîte dentée avec un scratch ou quelque chose, là, tu meurs, puis là, ta succession vend ta collection au auction, puis là, celle-là, elle est poquée. Ah, elle, il manque la boîte. Elle, fait que là, mais bon, ça, on est rendu loin, là, on est rendu dans l'over-picky. Moi, je me dis, de toute façon, mon but, c'est de les boire avant de mourir, là, tu sais, je veux pas... Ouais. J'ai aucune intention de revendre ça ou d'avoir une certaine valeur à conserver, surtout qu'on est au Québec, puis que non. c'est assez limitatif Oh côté yes. marché secondaire. Mais c'est ça. À part de ça, je pense qu'on s'enligne sur notre prochain sujet qui est les PPM. Vous pensez quoi de ça, les PPM? Un gros PPM, ça vous excite-tu sur la boîte? Est-ce que c'est un turn-on, turn-off indifférent? Parce que là, on est dans un 40 PPM, mais est-ce que Octomore 165 PPM, ça vous allume plus? Est-ce que, on a déjà parlé un peu, là, est-ce que c'est vraiment une mesure qui fait du sens? Est-ce que euh, à quel point c'est pertinent vu que c'est au début du processus qu'on va calculer cette teneur-là en phénol. Parce qu'il y a plein de choses qui arrivent après, puis finalement, ton mouthfeel, ça vaut peut-être pas nécessairement ça. Est-ce que la série Octomore a justement, a su tirer une épingle du jeu juste avec ces chiffres qui finalement veulent pas dire grand-chose? Est-ce que ça a vraiment un intérêt à ce point-là de dire que ton whisky a 300 ppm? Martin? De mon côté, je vous dirais que si c'était en fait une méthode standardisée appliquée et tu sais, par tous, puis qu'il y avait un calcul fait, mettons, à la sortie plutôt qu'à l'entrée ou peu importe, ça pourrait avoir une certaine valeur. J'imagine, tu sais, c'est toujours une question de transparence, là, de dire, ah, ben, quand est-ce que tu as pris ton PPM, à quel moment dans le. Mais généralement, on s'entend que tu sais, ça tourne pas mal tout le temps autour de 30, 40. C'est la majorité, je pense, là, de ce que si je me souviens bien. Là. Ardbeg 50, 50 Kiloman aussi. c'est Ouais, mettons 50 plus ou moins ish, là, 10, ouais. 5. Des fois, tu as des 5, 10, 15, mais c'est rendu là, c'est quasiment subtil. Là. Exact. Euh, Moi, c'est pas un chiffre que personnellement que je vais regarder pour. Tu sais, des fois, je suis curieux. Tu sais, tu dis, ah, c'est à quel niveau? Parce que des fois, tu dis, ah, c'est heavily peated. Là, c'est comme, ah, tu vas aller voir. Puis je pense que j'ai mon côté un peu chercheur. Là, je me suis fait une liste, là, un genre de chiffrier Excel avec la majorité des distilleries. C'est quoi qu'ils nous ont dit sur leurs produits. C'est du 5, 10, 15, 20, 45. Fait que, tu sais, j'ai besoin d'avoir cette information-là, mais je la cherche dessus. Non. Octomore, c'est tout ça qui m'a. Tu sais, ça m'a-tu fait oh wow, j'ai une bouteille à 160, 300? Non. Tu sais, on est-tu rendu dans un concours de mon père est plus fort que le tien, j'ai plus de PPM? Peut-être qu'à la base, c'était ça. Tu sais, c'était peut-être un dire ah, on va faire un coup de pub. C'est nous autres les plus forts en PPM. Puis ils ont peut-être gardé cette niche-là, mais pour moi, c'est tant que le produit est bien fait, qu'il y ait 5, 10 ou 50, c'est toujours le but ultime. Moi, je pense qu'à quelque part, c'est un peu un trip expérimental, Octomore. Hein.
De ce que j'ai lu quelque part au début, ils disaient on va faire ça pour le fun, puis on pense même pas que ça va marcher, ça va tellement être fort, ça va tellement être dense en ppm, là, qu'on fait ça vraiment pour de l'expérimental parce que le gars il trippe. Finalement, on est rendu à la 15e édition. Ça a été victime de leur propre popularité, là, un peu. Ouais. L'autre chose que je me dis, c'est que en même temps, j'aime ça avoir l'information. Plus d'informations est toujours mieux. Mais en même temps, j'ai de la misère à interpréter cette information-là. J'ai de la misère à me dire que ça a vraiment une valeur ajoutée à ce point-là de me dire entre du 40 puis du 160. Des fois, j'ai l'impression que le 40 va être plus fumé finalement que le 160 parce que finalement, il s'est passé quelque chose. On le sait que l'âge, ça l'influence beaucoup aussi sur la teneur justement en tourbe. Là. Les whiskies plus âgés, ils ont plus de chances de perdre leur fumée au goût là, finalement. Fait que, au ppm, pas au ppm, moi, je prends ça avec un très gros grain de sel. Je vois que c'est tourbé, c'est à peu près la seule information que j'ai besoin. Mais tant mieux si tu me donnes le ppm, ça me donne une information de plus. Mais après ça, de dire que je vais chercher des super hauts ppm tout le temps, moi, mon exercice à comparer le Hypernova m'a convaincu que c'est pas nécessairement une information que je trouve à ce point-là pertinent. C'est pertinent, mais ça a sa limite. Puis je pense qu'il faut la prendre comme telle. Il faut faire attention avec ce genre de mesures-là. Alex? C'est toujours le débat, mais globalement, c'est plus une valeur que je regarde depuis quelques années. Initialement, je me disais que ça avait sûrement une influence, mais en moyenne, c'est 70% du goût qui vient de la barrique. Même si tu prends en compte comment ils coupent leur cœur de chauffe, le nombre de queues de distillation, têtes de distillation, comment ils séparent, le type d'orge, le type de tourbe, comment que c'est tourbé, pendant combien de temps. Fait que c'est la valeur qu'ils prennent avant distillation a tellement un impact réduit. Puis en plus, c'est ça, comme tu dis, on peut goûter à un 200 ppm qui goûte moins tourbé qu'un 40. Je la regarde même plus. Ça va être quelque chose que tu peux faire la corrélation après. Tu y goûtes, puis tu regardes ton chiffre, mais en prenant en compte tout ce qui est along the way, très peu de chances que maintenant tu puisses décortiquer tout ça de A à Z. Fait qu'au final, je ne regarde plus vraiment ça. Je vais juste aller dans la direction de dire, bon, ben, ils ont pris le temps d'analyser ça. C'est une information de plus, mais à voir qu'est-ce que la résultante que ça peut avoir sur un 5 ans Pomerol, un 4 ans Bourbon, sur du chêne américain qui va donner telle affaire avec du chêne européen qui est plus sec, il y a trop de variables pour que ça ait une grosse influence. Fait que je suis arrêté de le regarder. Puis tu sais, Alex, comme je pense que une bonne expérience en termes de dégustation, des dégustations à l'aveugle, tout ça. Tu sais, on a souvent tu es comme tu sais, sans savoir ce que tu bois. OK, avec les larmes, OK, ça a une indication du taux d'alcool. Après ça, la couleur, c'est quoi peut-être la barrique. Mais tu sais, c'est rare que je vais me questionner en sentant ou en goûtant c'est quoi, selon moi, le ppm. Tu sais, des fois, tu vas dire, ben, OK, il a l'air complexe, c'est peut-être une indication de l'âge. Mais tu sais, rarement, quelqu'un va dire, selon moi, là, il doit être aux alentours de 30 ou 40 ppm. Ça, c'est du J'ai 40. rarement vu ça. Non, c'est du 45. Je suis pas d'accord. C'est comme pas quelque chose que je pense qu'on s'attarde à, tu sais, le corps en bouche, des trucs comme ça, mais le ppm, personnellement, dans mes notes de dégustation ou quoi que ce soit, j'ai rarement cherché à essayer de guesser. Là. Il est tourbé, il n'est pas tourbé. Souvent, c'est un oui, c'est un non. C'est rarement oui, il est très, très tourbé ou c'est rare. Effectivement, j'ai vu ça. Selon moi, c'est un 25 ppm à l'aveugle. À Non. l'œil, il y a 25 à peu près, là, de par sa couleur. Là. Non, je pense pas. Nick? Je pense que c'est une information importante quand on la conscrit vraiment dans un petit cercle. Par exemple, tu dis, bon, ben, c'est quoi la feuille, c'est moins de ppm qu'avec, pourtant ça claque plus côté tour. Mais, donc ça veut rien dire dans ce sens-là. Par contre, si on compare tous les Octomore 7.1, les points 1 ensemble, là, ça peut avoir, je ne veux pas dire une importance, mais ça peut aiguiller sur à quel point est-ce que la fumée ou la tour va ressortir. Fait
c'est pas une information a priori très importante au final, mais si tu veux geeker beaucoup à l'intérieur d'une distillerie, à l'intérieur d'une certaine ligne de whisky, ça peut être le fun. Kilchoman font généralement du 50 ou du 20. Fait que de savoir que c'est un 20 ou un 50 à l'avance, ben, il va te dire, ah, est-ce que ce Kilchoman-là va être plus vers tel profil ou vers un autre. Les Octomore, même chose. Mais encore là, si tu compares un Octomore, je sais pas, le 14-1 avec le 14-2, on s'en sert. Mais si tu compares le 13-1 avec le 13-2, qui sont deux fûts de Bourbon, puis tu en as un qui est à 240, puis un qui est à 120 ou 130, ben là, ça peut. C'est pas une information qui est importante. C'est juste que ça peut t'aiguiller à l'avance de ce à quoi tu peux t'attendre une fois que tu vas l'avoir dans la bouche. Fait que Ouais. c'est ça. À produit égal, ça peut avoir une pertinence. C'est un peu Ouais, ça. exactement. Exactement. Puis sinon, sur la ligne des Octomore, moi, j'ai été vraiment surpris. Mon premier, ça a été le 7.1. Je m'attendais à ce que ça goûte la terre calcinée. Puis c'est un des très rares whisky, les Octomore, les .1 et les .4, que c'est fumé. Je trouve que c'est plus fumé que tourbé. Que c'est tellement fumé parce que finalement, c'est ça le ppm. Et ça, je trouve ça intéressant. Est-ce que je pense que je préfère les Port Charlotte, je préfère d'autres choses dans le tourbé, mais j'avoue que c'est quand même spécial. Je trouve que ça a une certaine pertinence. Puis, comme on en a parlé avant, ben, ils sont rendus à 350, 380. Puis, à un moment donné, ils ont fait comme moi. Ça pue le rapport. Puis là, ils sont tous à 200, 180, 130 ppm. Je pense qu'il arrive un moment où, bon, OK, c'était le fun. Mais moi, je pense que à un moment donné, c'est un peu juste jusqu'où qu'on peut aller. C'est un peu ça. C'est juste on a commencé cette lignée-là, puis là, je veux voir jusqu'où je peux aller. Je pense qu'à un moment donné, il y a quelque chose un petit peu du point de vue de l'exploration qui est le fun de voir, OK, je suis capable d'amener un Octomore à 300 ppm. Mais moi aussi, je suis de l'avis que Port Charlotte, ça me rejoint plus, moi, personnellement, avec l'équilibre et tout ça. Puis trop de tourbe, un peu overwhelmed. Ouais. Trop de tourbe, on dirait que moi, je trouve ça dénaturant un peu, mais c'est juste une question de goût rendu là. C'est vraiment pas que ça l'enlève de la qualité. Au contraire, il y a des excellents Octomores. Il y en a des Octomores que j'ai beaucoup aimés, là. C'est juste. Écoute, j'ai mes amis, ils aiment bien quand je lui sers un verre de whisky, mais sinon, ils ne font pas vraiment de whisky. Ils aiment ça goûter, tu sais, comme n'importe qui est intéressé, tu sais, puis qui aime qui aime écouter quelqu'un qui est passionné. Mais depuis que j'ai fait goûter du Octomore, à chaque année, ils achètent un Octomore. C'est le seul whisky qu'il y a chez eux, et genre, je capote. Ils capotent là-dessus. Tu sais, quand tu achètes une bouteille de whisky par année, ben, écoute. Ouais. Il y en a pour qui c'est une religion, Octomore. Il y en a qui sont vraiment très, très. Puis il y en a qui commencent aussi, puis qui ont. Premier Octomore qu'ils boivent, c'est là qu'ils trippent, puis qui commencent, puis qui pognent la piqûre, la maladie du whisky. Mais, mettons, en majorité, en général, je vous recommande pas d'aller tout de suite dans du Octomore en partant. Premièrement, à cause du taux d'alcool qui est très élevé, puis deuxièmement, à cause du ppm qui est très élevé. Si vous ne connaissez pas la tourbe, vous ne connaissez pas des cask strength, puis là, vous arrivez tout de suite dans du Octomore. C'est probablement très, très envahissant, très, très overwhelmed, comme on peut dire. C'est surchargé de tout, puis ça va être difficile de distinguer des arômes, puis ça va juste être tellement d'informations que ça va être difficile d'aller chercher les subtilités. Mathieu, toi, ppm? Ben, les ppm au début de mon aventure dans le whisky, je te dis que c'est quelque chose que je regardais. Est-ce que je prenais ça pour décider, pour choisir une bouteille? Non. Aujourd'hui, je me rends compte que les ppm, ça peut être une très bonne mesure. C'est fait par des instruments, oui, fine. Mais le ppm, aujourd'hui, je calculerais ça, désolé de la parenthèse, un peu comme le IBU chez la bière.
Est-ce qu'on peut s'y fier? Je crois pas. Est-ce que c'est bien de le marquer? Il y en a qui aiment ça, les on-peat. Fait que c'est important de le marquer. On-peat, peat, heavily peat, extremely peated. Je trouve que ça, c'est important de le marquer. Est-ce que c'est important de marquer le ppm? Je pense qu'on pouvait se passer de ça, puis ça ferait pas de différence. Je crois pas que ça fait partie, tu sais, souvent on parle de transparence des distilleries. Je pense pas que c'est genre d'informations ultra super pertinentes de marquer 40, 45, 42 ppm. Je crois pas à ça. Je pense plus que juste le fait de marquer on-peat, peat, heavily, puis extrême, ça, je trouve que c'est quelque chose de bien. Pas mal ça, mon avis, là, à ce sujet-là. Super. Puisqu'on arrive quasiment à 2 heures de vidéo, là, je vais caler le mot de la fin pour qu'on puisse conclure, donner une note. Là. On a bien de la jasette sur divers sujets. Puis c'est important quand même de donner notre conclusion. On a fait languir les gens pendant 2 heures. Je peux commencer. Moi, je vais donner une note. J'aime ça donner des notes, même si je donne ça avec un grain de sel. Parce que je me dis ce qui est important, c'est plus le pourquoi puis à qui ça s'adresse. Là. Moi, c'est un peu plus pour ça que. Mais quand même, ça peut donner un niveau d'appréciation personnelle. Pour moi, c'est un 87, mettons. Je trouve que c'est dans ces eaux-là. Je l'aime plus que le Talisker de l'autre fois. Je l'aime peut-être moins qu'un Kilco blanc de blanc, mais j'apprécie le produit, j'apprécie l'exploration, j'apprécie le côté red wine, j'apprécie le côté tourbe. L'ADN, Port Charlotte, ça me rejoint peut-être un peu moins, mais quoique j'ai quelques éditions micro-provenance, j'ai un OLC aussi à côté de moi. Fait que PMC aussi, ça me rejoint, j'ai une bouteille, je vais avoir goûté, je vais avoir eu du plaisir. C'est pas une religion pour moi, Octomore, c'est pas une religion pour moi, cette série-là, nécessairement. Je les achète pas nécessairement toutes, mais si vous aimez le vin, les finitions en vin, la tourbe, le côté Octomore, je le recommande. S'il y a quelque chose dans ce que j'ai dit là qui ne vous rejoint pas, je pense que vous pouvez skipper, surtout si vous n'aimez pas les trop grosses finitions vineuses. Définitivement, c'est un gros vineux. Martin? Je te rejoins un peu, je te dirais, au niveau de la conclusion. Là, si tu aimes le produit vineux, vas-y. De mon côté, j'ai été clair, je pense au début que c'est pas dans mes cordes. C'est peut-être pour ça que de mon côté, pour moi, j'irais peut-être plus avec un 85-ish. Ça m'a rejoint moins que ce qu'on a goûté dans les dernières semaines. Par contre, je pense que c'est un produit qui est bien fait. Les gens ont pris soin de peut-être de le faire maturer correctement et non pas de relâcher un produit parce qu'il fallait qu'on relâche un produit. Ils ont pris le temps qu'ils devaient prendre. Fait que je pense que pour ça, c'est réussi. Fait que ceux qui aiment les côtés vineux avec l'ADN de Procladic, it's a go. Alex? Cool. Bien fait. Pas d'influence d'alcool. Moi, la finition, je ne l'ai pas trouvé dénaturée. J'ai trouvé fun qu'elle ait une influence au travers de tout ça. Moi, ça va probablement être dans le coin de 87. Globalement, c'est un bel achat. Je me le rachèterais la bouteille. J'aurais pas de mal à le conseiller. Pour les gens qui aiment le style, c'est un whisky tourbé dans une finition X, qui peut être Sauterne, Porto. Des gens qui aiment ça un petit peu je pense, le plus classique qu'on a dans le régulier, c'est le Born Darkest, qui est comme fumé sherry, qui est pas l'introduction, le fun dans ce monde-là. Ça, c'est un bel exemple de quelque chose de réussi. Le gros apport de tourbe, c'est du heavily peated avec ça. Le met quand même dans une catégorie qui a quand même moins de complexité que j'aimerais pour le propulser ailleurs dans un terme de score. Mais honnêtement, là, pour le prix, là, thumbs up. C'est vraiment bien fait. Ça fait très bien le travail. Ça a un beau style. Puis le Pomerol va donner un beau côté. Ouais. Fait que 87 de mon côté. Mr. Nick? Je vais donner une note très haute et je vais la donner avec plaisir. Moins pour la satisfaction personnelle que ça m'a apporté, mais plus pour le côté que c'est exactement ce qu'il se vend.
Je trouve qu'il est très bien fait dans ce style-là. Je vais lui donner 92%. Wow. Vraiment parce que il se vend tout seul. Tu sais. Comme tu as dit, si t'aimes la grosse tourbe, si t'aimes le côté vineux, etc., ben, tu sais, c'est un produit qui est très bien fait. J'enlève 8%. Je pense que la finale pourrait être petit peu plus longue. Et je pense que, comme Alex a dit, ça pourrait être En fait, oui, la finale, puis je vois pas du tout ce que le fût de Bourbon apporte. Alors, je peux pas te dire que je pourrais jamais te dire là-dedans, tu as quand même presque la moitié du vieillissement qui est en fût de Bourbon. Je vois pas trop qu'est-ce que ça a apporté. Mais je trouve que, écoute, c'est un très tourbé wine cask, puis ça goûte très tourbé wine cask. C'est le fun. C'est bien équilibré. Le fût de vin qu'ils ont choisi, c'est une qualité. Fait que je vois pas vraiment de défaut majeur à ce whisky-là. C'est ça. Par rapport à la qualité du produit, je n'hésiterais pas à mettre une note très, très, c'est ça, très élevée, 92. Ouais, si défaut il y a, c'est peut-être qu'on ne voit même pas pantoute le fût de Bourbon, là, ben honnêtement. Là. Si défaut il y a, je ne vois pas. Moi, personnellement, je ne le vois pas comme un défaut parce que clairement, ils ont voulu mettre du Pomerol pendant 5 années. Fait que se sont dit je veux presque effacer mon fût de Bourbon. Clairement, c'était voulu, c'est pas un défaut. Mais bref, moi, je te rejoins quand même pas pire. Mathieu? Moi, définitivement, c'est un bon whisky. Tu veux de la fumée, tu veux de la tourbe, il y en a. La finition en pomérol est présente, les fruits, la compote. Après ça, moi, je l'ai senti, le chêne, sa langue, c'est quelque chose un peu tannique. Pour vrai, à chaque gorgée, j'ai fini mon verre, ça doit faire 1 heure et demie. À chaque gorgée, j'aimais ce produit-là. L'alcool est super bien intégré, pour vrai. Fumée, tourbe, des bons petits fruits. C'est sûr que si tu n'es pas amateur de tourbe, tu t'en vas pas vers cette série Cask Exploration et Repeated-là. Puis si tu n'es pas amateur de Red Wine non plus. Par contre, l'amalgame de tout ça avec le haut taux d'alcool qui est super bien intégré dans ce whisky-là, pour ma part, je donne une note, pour y donner une note, là, je rouvre une bouteille, je m'en vais faire du barbecue, comme je disais. L'été, c'est un 90. C'est entre 87 et 90, on va dire, c'est bon. On boit ça, on rouvre une bouteille, on la boit, ça se boit très bien. Au produit. Ouais, je pense que le taux d'alcool, c'est un point fort, effectivement. Le fait que l'intensité des saveurs rejoint le taux d'alcool, ça, on aime ça voir ça. Que ça goûte pas trop l'alcool ou que ça goûte plus le kick de l'alcool non plus. Tu sais, qu'on ait un équilibre overall, alcool-saveur. Je pense que c'est quand même un point déterminant pour dire que le spiritueux est bien fait. Pour le prix, JP aussi. Ouais, prix sac est 172, je pense. Oh. Prix sac est 172. Je ne sais pas combien qui est ailleurs au Canada. Je vous avoue, je me suis pas questionné jusqu'à ce point-là. Mais c'est ça. Au moins, je pense qu'ailleurs dans le monde, on va le trouver 150 et plus là, facile. Fait que c'est pas une bouteille pas chère, c'est une bouteille qui peut être considérée comme dispendieuse. En tout cas, moi ma ligne mentale, c'est 150$, mais ça peut être quelque chose d'autre pour d'autres personnes. Mais bon, c'est quand même des belles notes overall, les gars. 85, 87, 87, 92, 90. On a une recommandation, ça c'est sûr. C'est une recommandation. Si vous êtes en train d'écouter ça parce que vous avez gagné ça à la loterie et vous vous questionnez, je pense que vous avez notre réponse sur si vous devez la prendre ou pas. Celui-là, il était bon. Rappelez-vous de ça. Ne posez pas la question, il est bon. C'est ça. Puis après ça, on va vous demander pourquoi vous avez mis dessus si vous n'êtes pas sûr d'acheter. Mais ça, c'est une autre histoire.
Ouais, ça, on s'en occupera demain. C'est demain que ça commence. C'est ça. Fait que, je vous remercie de nous C'est avoir vrai. écoutés. J'espère que vous avez apprécié, malgré que c'est long. J'aime mieux laisser le flow rouler quand on a tout quelque chose à dire sur quelque chose. Je trouve ça le fun. N'hésitez pas à venir me parler en privé, me donner des commentaires, des feedbacks. J'adore ça. Des gens qui viennent me donner des recommandations. J'essaie de suivre et de m'adapter aussi. On évolue aussi depuis le début. Puis là, on commence à avoir quand même un flow qui commence à être intéressant de vue. Fait que bref, semaine prochaine, ça va être le Compass Box or Card House, pardon. Le fruit, le Orchard Fruits. Je ne sais pas trop si je le dis bien, mais bref. Yes. Fait que, on se revoit la semaine prochaine si ça vous intéresse. Sinon, Yes. entre-temps, je vous souhaite bonne chance à la loterie. Et merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Hein. Ciao.